Comme à tous les vendredis, c'est l'heure de notre café politique avec mon collègue de CBC à Fredericton. Je joins Jacques Poitras. Bonjour, Jacques. Bon. Bonjour. Et à Caraquette, nous attend François Gravel, éditorialiste et responsable de contenu à l'Acadie Nouvelle. Bonjour, François. Bonjour Martine. Le consensus général, c'était que l'événement de l'année 2024 au Nouveau-Brunswick, c'était l'élection de Susan Holt, première femme, première ministre du Nouveau-Brunswick, mais on est une petite province, dans un pays qui est petit comparativement aux États-Unis. Et je regarde aller Donald Trump depuis le début de la semaine en train de multiplier les menaces. Et je pense qu'on voit bien ça va être qui va avoir le plus grand impact sur notre province au cours de la prochaine année. Qui sera la véritable personnalité de l'année? Absolument. Et c'est un incontournable à notre café politique. On va y arriver dans un moment. Mais là, on va commencer et je vais débuter avec vous à Fredericton, Jacques Poitras, sur ce qui se passe avec Énergie Nouveau-Brunswick, qui se retrouve probablement plus souvent qu'à son tour, ou plutôt plus souvent qu'il ne souhaiterait à la une de nos journaux, radiojournaux, téléjournaux, par les temps qui courent. Jacques, un audit indépendant pour aller au fond de ces factures, au fond des choses, dans le cas de ces factures d'électricité qui ont bondi. Les politiciens ont des formules qu'ils utilisent dans leur tête pour calculer quand un enjeu devient sérieux. Un courriel peut-être isolé, souvent tout en lettres majuscules, c'est pas grand-chose, mais quand il y a une douzaine, une centaine, ils savent que ça représente quelque chose. Et plusieurs députés ont reçu des plaintes à propos de les factures d'énergie Nouveau-Brunswick. Maintenant, un ingénieur à Fredericton a fait des calculs, il l'a mis sur les médias sociaux, puis il disait, à cause du froid cet décembre, comparé à décembre 2023, on peut calculer que la consommation d'électricité était 18 plus élevée. On ajoute l'hausse dans le taux de 13,2 %. Et la période de la facture ajoute 3 jours comparé à l'année passée. Wow. Alors, c'est une autre 18 %. On peut imaginer comment ces factures-là peuvent être très élevées d'une façon surprenante, mais qu'on aurait pu attendre. Le PDG d'Énergie Nouveau-Brunswick a tout expliqué ça sur les ondes de CBC cette semaine. Mais quand même, Susan Holt a décidé de lancer, d'exiger cette enquête. C'est parce que cet enjeu-là touche sur deux choses qui sont fondamentales dans les engagements de Susan Holt. Un, d'être à l'écoute des gens, et deux, la question d'abordabilité. Maintenant, ce rapport-là va venir au comité de comptes publics en février. C'est complètement possible que ça va dire que ces factures-là sont complètement normales et attendues. Et est-ce que ce monde-là va être déçu et penser qu'il y a quelque chose dans l'arrière-scène qu'on ne discute pas, ou est-ce que le monde va accepter une explication, si c'est l'explication? On ne sait pas, mais Susan Holt, je pense, crée des attentes et on va voir l'impact politique. Oui, parce que là, François Gravel, c'est bien beau enlever la partie de la taxe de la facture d'électricité, mais ça ne va pas ralentir l'augmentation, je crois bien, des comptes d'électricité au Nouveau-Brunswick. Oui, on l'a vu à quel point ça peut être un sujet sensible, important. Une nouvelle qui était d'abord anecdotique. Des clients d'Énergie Nouveau-Brunswick qui se plaignaient d'augmentation étonnante et imprévisible de leur facture d'électricité. C'est soudainement devenu une nouvelle provinciale et un enjeu politique important, et tout ça en quelques jours, au point de pousser la première ministre Susan Holt à réclamer une enquête indépendante. Il faut dire que les témoignages ont été nombreux. Ils marquent l'imaginaire des gens qui se plaignent d'avoir vu leur facture doubler ou d'augmenter de plusieurs centaines de dollars. Cet événement-là nous a appris des choses, je trouve, à propos de Susan Holt et de son gouvernement. D'abord, sa confiance à l'endroit d'Énergie Nouveau-Brunswick ne semble pas particulièrement très élevée. On s'en doutait déjà un petit peu, le fait qu'elle avait nommé son homme de confiance, René Lagacé, déjà vice-premier ministre, ministre des Finances et maintenant ministre aussi de l'Énergie. On voit qu'elle tenait à avoir un ministre fort pour s'occuper de cette filière-là. Mme Holt a rencontré avec des députés les dirigeants d'Énergie Nouveau-Brunswick à la suite de cette histoire-là d'augmentation de factures plus salées. Et elle n'a pas été impressionnée par leurs explications, clairement. Ça a demandé cette enquête-là. Ce que ça nous dit aussi, c'est que Susan Holt a peut-être un meilleur instinct politique que son prédécesseur Blaine Higgs par rapport à ces enjeux-là. M. Higgs qui avait laissé les hausses de tarifs d'électricité, les hausses de loyers, les hausses d'impôts fonciers
contribuer à l'insatisfaction de la population à son endroit, alors que le gouvernement Holt, au contraire, a agi très rapidement, ce qui me laisse croire qu'il ne souhaite pas que son début de mandat soit torpillé par une histoire de facture d'électricité. Merci, François. On passe à notre prochain sujet, puis je vais rester avec vous, François, pour parler justement, vous l'évoquiez, Trump, son arrivée, ce que ça veut dire aussi sur l'agenda politique des politiciens au Nouveau-Brunswick. La première ministre Holt, elle dit « Je suis en train de voir à mettre en place le prochain budget ». On parlait de M. Legacy, là, on y travaille. Et c'est sûr que ce qui va se passer comme impact des tarifs de Trump, bien, ça va avoir une incidence sur nos finances. Oui, et la première ministre Holt qui annonce déjà que ça se pourrait très bien que sa promesse d'équilibrer le budget ne soit pas respectée en lien avec tout ce qui s'en vient. L'enjeu de l'équilibre budgétaire, si on veut être honnête ici, c'est depuis le début le point faible de Susan Holt et de son équipe. Là, on se souvient pendant la campagne électorale de cette possible erreur de calcul de revenus, là, la TVH qui avait été calculée 2 fois dans les prévisions de revenus. Les libéraux avaient justifié aussi leurs promesses les plus coûteuses en affirmant se fier au fait qu'on ne pouvait pas nécessairement se fier aux prévisions de revenus des conservateurs, que celles-ci ont toujours été sous-estimées. On a ensuite appris que la promesse électorale de ne pas faire de déficit budgétaire, ça ne comprend pas l'année financière actuelle qui a débuté sous les conservateurs, parce que les libéraux n'étaient pas au pouvoir pendant l'entièreté de celle-ci. Mais ça n'avait pas empêché ceux-ci quand même d'engranger des dépenses supplémentaires, en particulier les fameuses primes de 10 000 aux infirmières, même en sachant que le gouvernement X lui a légué un déficit, même en sachant que l'économie tourne au ralenti, malgré le fait qu'il y a eu que le gouvernement Trudeau lui a imposé cette réduction de la TVH. Et voilà maintenant qu'elle ouvre la porte à un budget déficitaire en raison des tarifs américains. Alors, les libéraux sont vulnérables là-dessus. On a vu le chef de l'opposition, Glenn Savoy, ridiculiser Mme Holt en disant qu'elle brise une promesse très importante, à peine arrivée au pouvoir, en blâmant des tarifs de Donald Trump qui n'existent pas encore. Alors, cette question-là risque d'être le talon d'Achille du gouvernement pour les 4 prochaines années. Mais Mme Holt a promis d'équilibrer le budget. Elle n'a pas démontré jusqu'à maintenant une volonté, par contre, de prendre des décisions difficiles pour y arriver, ni une volonté d'abandonner ses autres engagements les plus coûteux. Elle a peut-être un pari un peu comme celui de Justin Trudeau, c'est-à-dire qu'elle préfère respecter d'autres engagements et croit que la population va préférer ça qu'un budget équilibré. Votre lecture des choses, Jacques? Oui, je partage l'analyse de François et j'attends que l'opposition PC vont dire écoute, nous avons balancé le budget pendant une pandémie globale inattendue. Certainement, Susan Holt pourrait balancer le budget pendant une présidence de Donald Trump, mais c'est un bon exemple de comment les événements non attendus peuvent vraiment avaler le mandat d'un gouvernement. On sait que la raffinerie de Saint-Jean pourrait être affectée, bois d'œuvre, les secteurs de homards, crabes. C'est difficile à savoir, mais si le gouvernement décide, comme la première ministre a indiqué dans le passé, lancer des programmes pour aider les entreprises qui sont touchées par ces tarifs-là, des subventions, ça pourrait coûter très, très cher et pas seulement une fois ou pour une année. Quel serait la long terme si on décide de subventionner des compagnies? Est-ce que ça va durer 4 ans? Comment est-ce qu'on va mesurer exactement, préciser l'impact et le montant d'argent qu'il doit recevoir? Ça devient très compliqué et très cher très vite. Et on sait au Nouveau-Brunswick que lorsqu'on lance dans un programme de subvention, c'est très, très difficile de l'éliminer. On va passer au 3e sujet et encore en lien avec la dynamique Trump et ce que ça a comme impact sur nous. Bon, on parle de souveraineté énergétique. Ça vient de Tim Houston, de la Nouvelle-Écosse, mais Susan Holt dit tout est sur la table, donc ne ferme pas la porte. Je parle ici relancer le projet d'oléoduc Énergie-Est. Jacques, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est presque impossible de concevoir que ça va arriver. Première chose, il n'y a aucune compagnie du secteur privé qui propose de relancer ce projet. C'est très facile pour des premiers ministres provinciaux d'en parler, mais c'est une autre chose quand ça prend des centaines de millions de dollars pour investir. Il y a vraiment seulement une compagnie qui aurait pu le faire, TransCanada, qui l'a proposé en 2013, parce qu'eux, ils avaient la capacité de convertir un gazoduc national pour transporter l'huile brute à Saint-Jean. Mais TransCanada a vendu leur division de oléoduc l'année passée et ne s'intéresse pas dans ce projet-là.
les investisseurs potentiels dans le secteur privé, est-ce qu'ils vont risquer un long processus de réglementation fédérale? L'opposition du Québec, la nécessité de consulter des communautés autochtones, la possibilité qu'après un gouvernement Pierre Poilievre, un nouveau gouvernement fédéral en 8 ans, 12 ans imposerait des règlements très stricts sur le changement climatique. Toute cette incertitude-là veut dire que c'est très difficile de voir quelle compagnie voudrait essayer de construire ce projet. Les coûts sont tellement élevés, l'échéancier est tellement long que je questionne vraiment si c'est possible, si c'est réaliste. Intéressant. François Gravel, sur tout ce qui est entouré Énergie-Est dans tout ce qui est envoyé en l'air là, comme possibilité, là, parce qu'on dirait que tout est sur la table. Ouais, je vous dirais juste que c'est pas quelque chose que j'avais dans ma boule de cristal, le retour du projet d'oléoduc d'Énergie-Est dans les discussions, dans les promesses politiques. Ce projet-là qui doit normalement permettre de transporter le pétrole de l'Alberta jusqu'à Saint-Jean. C'était ça le plan. Là. Oui. Dans ce cas-ci, bon, le premier ministre de Nouvelle-Écosse, Tim Houston, veut faire revivre le projet. Un projet qui était extrêmement controversé, il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Tout le monde est d'accord sur le principe, permettre aux Albertains de transporter leur pétrole, mais le tracé proposé passait proche des sources d'eau potable. C'était le cas à Edmundston, notamment. C'est un projet qui allait permettre aux pétrolières de faire beaucoup d'argent en Alberta, à Saint-Jean aussi, mais les communautés le long du tracé, elles, allaient surtout avoir droit à un gros tuyau rempli de pétrole, des risques de fuite et très peu de retombées économiques. Là. Alors, c'est normal que c'était un peu impopulaire. Mais de toute façon, on oublie que Énergie-Est est mort, oui, en raison des politiques environnementales, y compris celles du gouvernement Trudeau, mais beaucoup aussi parce que le prix du pétrole, à l'époque, avait chuté de moitié. Et soudainement, ce n'était plus payant du tout de construire ce gigantesque tuyau-là au coût de milliards de dollars. Alors, je comprends l'idée générale du premier ministre Houston de Nouvelle-Écosse qui nous dit « Cessons de vendre notre pétrole aux États-Unis, vendons-le plutôt à nous-mêmes ». Mais Jacques l'a bien expliqué, ça n'arrivera pas de sitôt. Du temps qu'il était premier ministre, Stephen Harper aussi favorisait les projets d'oléoduc, là, mais il n'a pas réussi à en livrer ne serait-ce qu'un seul. Rien ne garantit que Pierre Poilievre, s'il devient premier ministre, fera mieux que ses prédécesseurs, ni que l'accessibilité sociale sera au rendez-vous cette fois-ci, comme ce n'était pas le cas d'ailleurs la dernière fois. Eh bien, il nous reste plein de minutes pour vos cafés. J'espère qu'ils seront nombreux. OK, je vais commencer avec vous, Jacques Poitras, dans la capitale. Qui mérite de vos cafés cette semaine? Shirley McLean, commissaire des langues officielles, a le droit à un café très amer. Elle a déposé son rapport annuel cette année qui parlait un peu d'un changement dans l'air à Fredericton. Elle parlait certainement du fait qu'elle a eu beaucoup de difficultés avec Blaine Higgs sur des questions linguistiques pendant son mandat, mais depuis le temps que le rapport a été imprimé, Susan Holt a dit que c'était pas certain qu'elle pourrait respecter son engagement d'élargir la loi sur les langues officielles pour inclure clairement les foyers de soins. Et Mme McLean disait qu'elle était déçue de la nouvelle première ministre sur ce dossier-là. Alors, comment les choses peuvent devenir très amères très rapidement? Très rapidement, oui. Et un café, peut-être avec un peu de sirop d'érable pour le capitaine Canada Doug Ford, qui, on sait maintenant, va déclencher des élections en Ontario la semaine prochaine. Vraiment un premier ministre qui, au niveau de rhétorique et communication, est devenu vraiment le porte-parole contre Donald Trump et pour le Canada avec cette vide de pouvoir à Ottawa. Et on pourrait voir quelqu'un qui va aller contre la tendance en 2024 de voir des gouvernements sortants qui étaient défaits. Ça a l'air qu'il va gagner une majorité écrasante à ce moment politique très, très délicat. Ah, il surfe la vague, là. Il le sait, Il là. surfe la vague, absolument. Il le sait où il est dans l'opinion publique à l'heure actuelle, certainement. Bon, vos cafés, François Gravel.
Doug Ford, d'ailleurs, qui fait ce que Tim Houston a fait en Nouvelle-Écosse, là, déclencher des élections, possiblement, si c'est ce qu'il fait, là, bien avant la fin de son C'est mandat, vrai. au moment le plus favorable pour lui. Quelque chose que M. Houston a fait, mais quelque chose que Blaine Hicks n'avait pas fait, lui, à l'époque. Il avait hésité. Finalement, il a attendu un an de plus. Et j'ai parfois l'impression qu'encore aujourd'hui, M. Hicks, chez lui, dans sa maison, à sa retraite, regrette peut-être en se disant si j'avais été de l'avant avec une élection anticipée un an auparavant, qui sait si le résultat aurait été différent. Peut-être pas non plus, mais je pense toujours à ça quand je vois des personnes comme Doug Ford annoncer des élections si rapidement parce que les sondages sont favorables. C'est vrai. Alors, mes cafés, donc oui, un café corsé à Laurie Clark, la PDG d'Énergie Nouveau-Brunswick, qui n'a pas trouvé de temps pour rencontrer le maire d'Edmundston, Éric Marquis, pour discuter des problèmes du réseau électrique dans sa région. Le maire Marquis qui avait une sortie musclée, là, des problèmes avec Énergie NB, avec le réseau qui datait d'il y a plusieurs années. On lui avait promis que ça serait réparé. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu des pannes d'électricité importantes pendant qu'il faisait extrêmement froid. Alors, le maire ne réclamait pas une réunion de travail qui allait durer tout l'après-midi avec la PDG, seulement de pouvoir lui parler, échanger sur le sujet. Mme Clark n'a pas pu trouver de temps libre pour ça, ni le matin, ni sur l'heure de dîner ou de souper, ni le soir avant d'aller au lit. Ce qui m'étonne quand même, Edmundston, c'est pas Moncton, c'est pas Saint-Jean, mais c'est pas Saint-Joseph de Madawaska non plus. C'est une ville importante avec aux prises, avec un sérieux problème qui avait été identifié, mais non réglé. Alors, j'ai pas été impressionné du tout par le manque de réactivité de la PDG Clark dans ce cas-ci. Oui, il y a bel et quand bien eu même une rencontre, mais c'était pas avec la PDG. C'est ce que j'allais dire avec la vice-présidente, en fait, Nicole Poirier. Il faut quand même insister là-dessus. Et il pourrait y avoir une rencontre aussi dans les prochains jours avec la PDG en question. Mais bon, on n'a pas senti le degré d'urgence en question. Et pour terminer, un plateau de café aux élus municipaux de la province. Il semble qu'une annonce pourrait avoir lieu bientôt concernant la réforme fiscale. Rien n'a été confirmé encore ou annoncé, mais il semble que ça s'en vient. Ça se discute, en tout cas. On sait que plusieurs municipalités, pour elles, les fusions forcées ont eu pour conséquence qu'elles peinent désormais à boucler leur budget. Parce qu'elles se sont vues transférer de nouvelles responsabilités, mais l'argent n'a pas suivi. Ils en ont même perdu dans certains cas. Elles rêvent d'un plan de 200 millions de dollars. Je serais étonné qu'elles obtiennent tout ça, mais bon, on ne sait jamais. Ça va être un dossier à suivre, peut-être même très bientôt dans les prochaines semaines. Absolument. Messieurs, c'est toujours un plaisir. On se retrouve vendredi prochain. Ça se peut que Trump rebondisse tout le temps dans notre café politique, mais c'est correct. C'est correct. C'est quand même de l'information autrement, ce café politique. Je vous souhaite une belle fin de semaine. On continue de lire vos éditoriaux dans l'Acadie Nouvelle, François Gravel, et vos reportages à CBC, Jacques Poitras. À vendredi prochain. Merci, à la prochaine. Merci.